Ok, alors bienvenue dans cette partie 2 la discussion par rapport à la guerre en Iran. Donc dans cette partie 2, comme j'avais annoncé un peu en teaser, on va beaucoup moins se poser la question de quelles sont les conditions de ce que l'on sait. Et donc c'est pour ça que la première vidéo, elle portait sur les sources que j'utilisais moi, elle portait aussi sur le regard que je pouvais avoir par rapport à certains types de discours qui sont développés sur la question en France. Donc maintenant, je voudrais passer à une partie un peu plus factuelle. Euh, et après, on va dériver sur le prédictif, mais on va commencer par faire un petit peu un résumé de ce qui s'est passé depuis le début de cette année. On va s'arrêter là. Je vais parler un peu plus tard de ce qui s'est passé avant, mais on va parler là du déroulement un peu immédiat de cette guerre qui dure au moment où j'écris, au moment où je parle, on est le 25-03. Donc ça fait, je crois qu'elle a commencé le 28 février. Donc ça va faire quasiment 30 jours que cette guerre a commencé. Et cette guerre, elle vient euh, comme conséquence un petit peu logique si jamais on s'en tient aux déclarations de Donald Trump. Puisque à la fin de cette année 2025 et dans les premiers jours de l'année 2026, il y a eu un mouvement social en Iran qui a commencé à partir de revendications par rapport à la vie chère et par rapport à l'inflation. Il y a eu assez rapidement des réponses qui ont été apportées par le régime iranien. Il y a eu des personnes qui ont été virées de leur poste, qui avaient en charge ce genre de questions. Une revendication qui émanait du coup des gens qui étaient dans le bazar à Téhéran et qui après a fait tache d'huile, comme ça arrive souvent en Iran. Euh, Souvent en Iran, juste dans la séquence un petit peu récente, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que les dernières montées de fièvre un petit peu, ça avait été 2019 ou 2020, où il y avait eu un mouvement par rapport à des revendications économiques. Et après, il me semble que c'était en 2023 qu'il y avait eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui avait un contenu politique un petit peu au-delà de, de, de la revendication économique. Mais du coup, ces manifestations, elles ont commencé comme ça, et il y a, au moment où j'écris, on est 3 mois, 2 mois après les événements, et personne ne peut dire pour quelle proportion exactement est-ce que ce mouvement a pu être manipulé de l'extérieur par le Mossad, ou à quel point est-ce que c'était véritablement quelque chose d'organique et de populaire dans la société. Et ça, aujourd'hui, personne ne peut le dire. La réalité, c'est que c'est les deux. Hein. Mais que la proportion de ce qui a été le facteur un peu lourd de cette poussée de fièvre, mais également de la forme qu'a eu cette poussée de fièvre, parce que cette poussée de fièvre, contrairement au mouvement précédent qu'il y avait eu en Iran, elle a pris immédiatement la forme de la lutte armée, et ça peut lever quelques suspicions sur d'où viennent ces armes, sur est-ce que vraiment les révolutionnaires dans un pays aussi répressif que l'Iran, au jour 2 d'un mouvement social, jugeraient opportun d'engager la lutte armée. Est-ce que ça... Enfin, moi, ça me paraît être une option stratégique difficilement envisageable de la part des révolutionnaires iraniens. Mais je ne les connais pas et donc je ne pourrais pas me prononcer plus que ça. Ce qui est certain, c'est que ce mouvement a été réprimé par le régime sur la base du fait que c'était une manipulation extérieure, et les gens qui ont participé à ces manifestations, à ces émeutes, ont été traités comme des ennemis extérieurs. Et donc, qu'il y a une répression qui a été sanglante, qui a fait plusieurs milliers de morts. La fourchette basse, c'est 7 000, la fourchette haute, c'est 30 000. Moi, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si qualitativement ça fait tant une différence de ça. Mais en tout cas, il y a eu
une répression sanglante. Là où ça fait une différence, c'est qu'il n'y a jamais eu une répression d'une telle ampleur depuis sans doute la guerre Iran-Irak, quoi, et depuis sans doute le moment où la République islamique se met en place et qu'elle liquide ses oppositions politiques démocratiques. Les communistes, etc. Il y a eu des séries de grandes exécutions, des, des trucs comme ça qui ont été faits dans les années 80, ce genre de choses, mais c'est sans précédent depuis très longtemps le nombre de morts qu'il y a eu dans l'écrasement de ces soulèvements populaires. Par ailleurs, ces soulèvements populaires, c'était quand même extrêmement particulier, notamment parce qu'on a vu des images de la police iranienne et les Basij, donc les services secrets intérieurs de l'Iran. C'est des forces de répression extrêmement brutales qui se sont rendues coupables de crimes multiples et vraiment innombrables. Qu'on soit absolument clair là-dessus, et vraiment qu'on soit très clair là-dessus. Mais il y avait des vidéos qui vraiment étaient assez troublantes avec ce mouvement. Moi, je me souviens de vidéos notamment où il y avait des flics qui étaient sur un commissariat et qui saluaient la foule. Et on sentait en fait que le régime a vraiment pris ce mouvement en mode ok, genre ne pas aller dans l'engrenage de la répression parce que on ne sait pas si on pourra le tenir, quoi, cet engrenage. Moi j'avais ce sentiment-là en voyant ce genre d'image où en fait la police agissait avec une espèce de retenue et tout ça, et où en fait ça s'est embrasé et c'est devenu une guerre civile de quelques jours lorsque il y a eu des gens qui sont allés dans des formes de lutte armée. Et c'était aussi un moment où il y avait des opérations qui étaient menées par des agents du Mossad en grande quantité sur le territoire iranien, des sabotages, des incendies, des trucs comme ça, comme le Mossad en a le secret. Mais donc, voilà ce qu'a été ce mouvement-là. Et en fait, avant qu'il y ait eu cette phase de répression sanglante, Trump avait mis comme ligne rouge le fait que si jamais le régime tuait de sa population civile, eh bien, les États-Unis interviendraient militairement. Et la ligne rouge était vraiment très explicite. Donc ça s'est passé, le mouvement a été écrasé dans le sang, il n'y a pas eu d'intervention militaire immédiate, mais il y a commencé à avoir des mouvements de matériel militaire en direction du Golfe Persique et de cette région-là, de l'océan Indien et tout, avec des porte-avions, des trucs comme ça, etc., qui sont accumulés à proximité, à portée de tir, si on veut dire, de l'Iran. Un petit peu de la même manière que ça avait été le cas pour le Venezuela à la fin de l'année dernière avec cette opération, donc le premier ou le deuxième jour de l'année, je ne sais plus, mais dans les tout premiers jours de l'année, cette opération sur Maduro qui a été menée. Un petit peu de la même manière. Et en fait, à ce moment-là, on pouvait avoir le sentiment que Trump avait parlé trop vite, qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui lui ont dit en fait, on n'a pas le matériel militaire pour soutenir une confrontation un petit peu prolongée avec l'Iran dans la région, et du coup, il a commencé à avoir des mouvements de matériel militaire vers la région. Donc ensuite, la guerre a été déclenchée, je sais plus, c'était le 27, le 28 ou le 29 février, mais je sais plus. Je sais plus. Mais la guerre a été déclenchée avec des frappes qui ont visé directement le palais présidentiel, là où se trouvait le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khomeini. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est Ali, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, la guerre a commencé comme ça. Et pour les détails techniques, c'était des missiles Tomahawk, qui sont des missiles en fait qui volent très près du sol, ce qui fait qu'ils sont quasiment pas détectables et qui permettent d'avoir ce genre d'effet de surprise, étant donné que Téhéran c'est quand même le centre de l'Iran et que l'attaque elle n'a pas été détectée
sachant qu'un missile, pour qu'il aille d'une extrémité de l'Iran à l'autre, il y a peut-être un petit laps de temps où il est possible de faire quelque chose, quoi. Et qui a réussi à assassiner Khomeini et un certain nombre de dignitaires du régime. Les opérations de guerre ont commencé par cet assassinat-là, et dans les premiers jours de la guerre, les frappes américaines et israéliennes se sont concentrées sur l'infrastructure sécuritaire du régime iranien. L'infrastructure sécuritaire, ça va être les commissariats, ça va être les bases de l'armée, ça va être ce genre de choses. Et l'objectif en fait qui était derrière, et un petit peu l'espoir, et concrètement ce que la plupart des gens ont pensé dans la classe médiatique notamment française, c'est que le régime iranien allait tomber, n'allait pas résister au choc qui lui a été imposé par la puissance de feu occidentale. Et pour parler un petit peu stratégiquement, la stratégie à ce moment-là de l'Occident, enfin en tout cas de Israël et des États-Unis, a été une tentative de décapitation du régime. Et ce qu'on peut en dire de ce genre de tentative de décapitation d'une organisation politique, c'est que ça a déjà été mené avec le Hamas et avec le Hezbollah, avec notamment la mort de Hassan Nasrallah, qui avait été le leader du Hezbollah pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années, a été du coup assassiné. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que le Hezbollah a continué de garder des capacités militaires et a continué de pouvoir à la fois opposer une résistance à Tsahal dans le sud Liban, mais également frapper les territoires occupés en Palestine. Donc cette stratégie de décapitation, elle a été donc tentée, ça a été le premier espoir, ça a été de viser le plus haut degré de la hiérarchie et d'espérer que la hiérarchie s'effondre, sachant que c'est une tentative qui a déjà montré qu'elle était inefficace. Mais ça s'est aussi traduit donc par le fait qu'il y a eu une frappe également sur l'assemblée donc c'est du personnel religieux qui devait nommer le nouveau guide de la révolution. Et il y a eu une frappe sur le lieu où ils se réunissaient, au moment où ils se réunissaient. Donc et pendant tous les premiers jours, il y a eu toute une communication de guerre sur le fait que l'organigramme iranien avait été décimé par les frappes israéliennes et américaines. Et du coup, voilà, ça a été une stratégie de décapitation avec un espoir qui était que ça provoquerait un soulèvement populaire de la part du peuple iranien. Évidemment, c'est pas venu, et du coup, dans un deuxième temps, on a rationalisé cette stratégie de décapitation qui a déjà fait des preuves qu'elle ne marchait pas. On a essayé de la rationaliser en disant que, en fait, on allait essayer de faire comme avec le Venezuela, c'est-à-dire on va essayer de tuer et de liquider tous ceux qui ne sont pas prêts à négocier dans le régime, et jusqu'à tomber sur quelqu'un dans l'organigramme du régime qui va être prêt à négocier et qui va être prêt à reculer et à arrêter la guerre sur les conditions favorables aux puissances impérialistes. Donc ça a été ça la stratégie dans les premiers jours de la guerre, ça a été donc viser les hauts dignitaires du régime et viser l'infrastructure sécuritaire du régime, donc les postes de police, etc., pour espérer un soulèvement populaire. Donc ça a été la première phase de la guerre, et il y a eu donc des réponses de la part de l'Iran avec des tirs de missiles sur Israël. Par rapport à ça, ça a été intéressant de voir la nature des missiles qui ont été utilisés par le régime iranien jusqu'à maintenant, quasiment jusqu'à maintenant, parce qu'il y a eu un petit changement il y a quelques jours, je vais en parler, mais on a le sentiment qu'il y a eu une phase d'attrition, en fait. L'attrition dans un conflit militaire, c'est de faire mal à son adversaire
plus qu'on ne se fait mal à nous-mêmes, en gros, de compter sur le fait. Effectivement, on n'espère pas mettre le chaos final, on n'espère pas mettre un coup décisif, mais on espère épuiser à petit feu l'adversaire qu'on a en face de nous. Et l'objectif de cette stratégie d'attrition de la part du régime iranien était d'acquérir la supériorité balistique sur le territoire israélien. Donc la supériorité balistique, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable d'envoyer des missiles qui ne vont pas être interceptés et on ne va pas avoir de tentative d'interception. Pourquoi on ne va pas avoir de tentative d'interception ? Parce que la stratégie d'attrition, elle reposait sur le principe que les missiles que tu envoies pour toucher un point sont des missiles qui ont un degré de sophistication beaucoup moindre que les missiles qui sont censés les intercepter. En fait, on le comprend très bien, c'est-à-dire que le missile qui va d'un point A à un point B, en fait, il a besoin d'être lancé depuis le point A et d'avoir une signature GPS qui lui donne la trajectoire, alors que le missile qui essaie de défendre, en fait, il va peut-être partir comme ça et faire un truc comme ça pour essayer de suivre le missile qui va s'écraser. Donc en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile de arrêter un missile avec un missile que d'envoyer un missile. En fait, si vous voulez un peu une analogie, c'est un peu comme si tu essayais de tirer sur une balle pour arrêter une balle. Et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc les munitions qui sont utilisées, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est des missiles Patriot, qui sont utilisés pour les systèmes donc, du fameux dôme de fer, sont des missiles qui ont un prix immensément supérieur au prix des missiles qu'il faut envoyer pour l'Iran. Avec juste en envoyant un missile, on va avoir 2 missiles qui vont être nécessaires pour l'intercepter. Et du coup, c'est comme ça en fait que se joue l'attrition. Faut capter que les missiles Patriot, si je me souviens bien, les capacités de production des missiles Patriot, c'est genre une quinzaine de missiles par mois pour les États-Unis, il me semble. Alors que du côté de l'Iran, on est sur une centaine de missiles par mois qui peuvent être produits. Et je le mettrai au montage, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime iranien, dans un premier temps, en fait, n'a pas envoyé toute sa puissance de feu. Le but n'a pas été de provoquer un bouleversement stratégique en utilisant toute sa puissance de feu. Ça a été d'utiliser sa puissance de feu de manière parcimonieuse, de manière limitée, mesurée, pour simplement épuiser le système de défense d'Israël et au-delà des autres pays de la région, qui coûtent du coup des munitions qui sont beaucoup plus chères à produire que les munitions qui sont produites par l'Iran et que l'Iran produit en beaucoup plus grande capacité, en beaucoup plus grande quantité que les missiles intercepteurs. Donc c'est là-dessus que s'est jouée l'attrition. Donc ça a été sur vraiment le territoire, la question de qu'est-ce que l'Iran fait pour attaquer Israël et le territoire israélien. Ensuite, il y a aussi eu une activation des proxys, notamment en Irak et également le Hezbollah, avec une question qu'on peut légitimement se poser, en fait, qui est à quel point est-ce que ces acteurs-là, donc le Hezbollah ou encore les milices, parce qu'il y a des milices chiites en Irak qui sont financées par l'Iran pour avoir leurs armes, leurs équipements et tout, à quel point est-ce qu'ils ont une autonomie stratégique ou pas, à quel point est-ce que le fait de rentrer dans la confrontation a été leur décision propre ou a été un ordre de la part de l'Iran. Je le dis parce que dans le discours mainstream en France, évidemment, le régime iranien tire toutes les ficelles, c'est le grand méchant, et donc il a la responsabilité de absolument tout ce qui se passe. Alors qu'en vrai, je veux dire, le Ali Khamenei était le chef spirituel des chiites
de tout le Moyen-Orient. Et il est aussi possible que lorsque tu tues le guide spirituel de toute une partie de gens qui sont armés, en fait, ils sont en colère contre toi, ils n'aient pas besoin qu'on leur donne un ordre pour rentrer en confrontation. Donc ça, c'est l'activation des proxys, ce qu'on peut en dire. Et également, parce qu'évidemment, l'Iran, c'est pas limité à attaquer Israël, l'Iran a également ciblé l'une des chaînes de valeur fondamentales du capitalisme mondial, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz, avec non seulement... En fait, la chaîne de valeur qui a été ciblée, c'est juste le pétrole. Donc du moment où il est raffiné au moment où il va être distribué partout dans le monde, parce qu'il y a eu des frappes qui ont été menées par l'Iran sur les infrastructures pétrolières des pays du Golfe. Et ça, c'est un signal extrêmement fort. Juste, bon, je vais pas trop... Enfin, je pense, j'ai assez parlé, tout le monde voit le fait que là, l'essence est chère, le fait que c'est parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. Ça, ok, je pars du principe que, ok. Et moi, ce que je veux en dire par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a eu des raffineries des pays du Golfe qui ont été ciblées pour faire monter le prix du pétrole et donc déstabiliser l'économie mondiale, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est plusieurs choses. Déjà, il y a un commentaire médiatique raciste qui consiste à dire la stratégie de la terre brûlée du régime iranien. Alors, la terre brûlée, c'est le principe que en fait, quand tu es sur ton territoire, que tu as attaqué sur ton territoire, tu as l'ennemi qui avance et plutôt que de lui donner du territoire qui a de la valeur, tu détruis tout avant de partir. Donc en fait, ça implique que c'est ton territoire. Et là où c'est un commentaire raciste, c'est parce que en fait, le territoire qatari, le territoire de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, ce n'est pas le territoire de l'Iran. Ce n'est pas parce que ces gens sont musulmans que tu peux dire que l'Iran fait de la stratégie de la terre brûlée lorsque l'Iran attaque les raffineries pétrolières des pays du Golfe, en fait. Donc c'est pas de la terre brûlée. Mais bref. Ce que je veux dire aussi par rapport à ça, au pire je vais y revenir, mais genre juste pour compléter un petit peu, ce que les États-Unis et Israël ont fait un peu pendant ce temps-là, pendant cette phase d'attrition qui a été menée par le régime et également de déstabilisation de la chaîne de valeur pétrole, qui est une chaîne de valeur fondamentale pour le capitalisme mondial. Dans le même temps, il y avait Israël et les États-Unis qui continuaient de mener des frappes sur des infrastructures sécuritaires. On a même vu, en fait, au moment où il n'y avait plus de commissariats, il n'y avait plus de trucs, etc., les forces de sécurité iraniennes, en fait, elles mettaient des tentes dans la rue, en fait, pour s'organiser, pour avoir un lieu où s'organiser. Et en fait, il y avait des images de frappes sur les tentes, évidemment au milieu des civils, etc., hein, évidemment. Mais il y avait des frappes sur les tentes, quoi. Enfin, pour vous dire à quel point voilà, c'est vraiment des gros bourrins, quoi. En fait, ce qui est criant, c'est que y a un coup de retard de la part d'Israël et des États-Unis, parce que le fait de cibler les infrastructures sécuritaires, ça a du sens si jamais tu espères provoquer un soulèvement populaire. Mais à partir du moment où le soulèvement populaire n'est pas venu, ça n'a plus de sens en fait. Et ça montre qu'ils réfléchissent vraiment avec un coup de retard. Et également qu'il y a eu une sous-estimation des capacités de nuisance de l'Iran qui a en fait été décidé non seulement à répondre contre les intérêts militaires qui appartenaient aux États-Unis et contre Israël, mais également sur des infrastructures énergétiques des pays du Golfe pour déstabiliser l'économie mondiale. Mais là où c'est un signal fort, c'est que frapper les raffineries énergétiques des pays qui sont dans un état de neutralité mais qui ont des bases américaines sur leur sol, alors même que, en fait, les frappes pour le moment, elles n'ont pas été menées depuis ces bases américaines-là. Et donc si jamais ces pays ils deviennent co-belligérants et qu'ils ouvrent leur espace militaire, leur base militaire pour que ça soit utilisé pour aller frapper l'Iran, il y a un truc en mode...
c'est un coup diplomatique qui est extrêmement fort, mais cette entrée en guerre, elle a des effets stratégiques, quoi. C'est pas que un truc diplomatique, c'est-à-dire que ça peut décupler en fait la puissance de feu qui s'abattrait sur l'Iran en autorisant les États-Unis à mener des opérations depuis les bases militaires qui se trouvent dans les pays du Golfe. Donc, par rapport à tout ça, je vais marquer une petite pause parce que du coup, il y a un truc un peu que je voudrais surligner, une annonce un petit peu qui est passée inaperçue et qui pour moi veut dire beaucoup de choses, qui est une annonce qui a été faite le 7 mars par le régime iranien et par les gardiens de la révolution, donc cette entité militaire qui gère notamment le fait d'envoyer des missiles, donc c'est le truc important quoi. Et en gros, il y a une directive qui a été activée, qui est une directive de décentralisation. En fait, on sent que l'Iran joue d'après une partition qui a déjà été très réfléchie, en fait. Qu'ils se sont préparés pour ce conflit et qu'ils ont toutes les étapes du conflit, ils les ont déjà jouées à l'avance pour s'y préparer et ils ont pu donc produire des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation. Et ils ont pu diffuser ces ressources dans l'ensemble de l'appareil militaire de façon à ce que ce soit possible à un moment donné de décentraliser le commandement. Parce que si jamais il n'y a pas ces ressources qui ont été produites, ces playbooks, si vous voulez, qui ont été produits et qui peuvent être suivis par les opérateurs au plus bas de la chaîne, si jamais il n'y a pas ça qui a été produit, c'est pas possible de décentraliser et de continuer les opérations de guerre. Or, les opérations de guerre, elles continuent. Donc ce que ça montre, c'est qu'il y a eu un grand degré de préparation de ce conflit et de préparation de différentes phases d'escalade de ce conflit par le régime iranien et de différents leviers d'escalade. Et que, par exemple, le choix d'attaquer les raffineries des pays qui étaient neutres diplomatiquement au risque de se prendre plus en fait, de matériel militaire dans la tronche, ça a été un risque qui a été calculé. Et par ailleurs, toujours par rapport à ce truc de terre brûlée, l'Iran est l'un des pays les plus sanctionnés du monde. L'Iran est extérieur à l'économie mondiale, est maintenu en dehors de l'économie mondiale. Et donc, lorsque l'Iran cible les chaînes de valeur fondamentales de l'économie mondiale, l'Iran ne fait pas de la terre brûlée. Elle déstabilise un système économique, un système d'échange dont elle a été exclue par un certain nombre de sanctions occidentales. Donc ça a été ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et moi, j'écris du coup le 25, je parle le 25, et ce week-end, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant, étant donné que la stratégie d'attrition, elle arrivait à un point de non-retour. Je pense qu'il y a un très bon contrôle de l'information qui est fait par le gouvernement israélien, qu'on ne voit pas à quel point est-ce que Israël en ce moment et subit en fait des destructions du fait des attaques conjointes du Hezbollah et du régime iranien. Et notamment ce week-end, il y a eu des frappes sur deux villes qui sont Demina et Arad, et qui sont des villes qui sont importantes parce que ce sont des villes où il y a des sites de recherche nucléaire. Et ces sites-là ont été touchés, ont été visés avec des missiles hypersoniques. Donc ce sont des missiles qui vont à une vitesse telle qu'ils sont virtuellement inarrêtables. Il n'y a pas de moyen de contrer un missile hypersonique, personne ne sait le faire, même pas les États-Unis, et les Iraniens disposent d'un certain nombre de ces armes-là et ne les ont pas utilisées pendant toute la phase du conflit qui a mené jusqu'à ce week-end. Et on voit là qu'il y a eu un signal qui a voulu être passé par le régime iranien, le signal qu'ils avaient la supériorité balistique sur le territoire d'Israël, et également le signal, c'est qu'ils ont la capacité de provoquer une catastrophe nucléaire sur le territoire israélien sans avoir besoin d'armes nucléaires.
parce qu'il y a du nucléaire civil en Israël et il suffirait de missiles qui frapperaient ces sites-là pour provoquer des catastrophes nucléaires en Israël. Et Israël, c'est un tout petit pays, donc si jamais il y a une centrale à un endroit qui fait de la merde ou ce genre de choses, c'est tout le territoire israélien qui peut se retrouver face à une catastrophe nucléaire en fait. Bonjour, c'est la moi du futur, la moi qui fait le montage. On est le 1er avril aujourd'hui, j'ai un petit peu tardé pour sortir cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et c'est une vidéo dont en vrai je suis assez contente sur le fond. Donc c'est une vidéo que je veux bien que vous partagiez parce que je pense que ça peut intéresser plein de gens en vrai. Du coup, bah voilà.